Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement avec la compagnie Schneider? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Au mois de février 2022, on a fait une analyse sur Schneider. Donc, la conclusion à cette analyse était simple. La valorisation de la compagnie s'est située aux alentours de entre 105 et 148 dollars, avec idéalement un prix d'acquisition aux alentours de 75 dollars ici, 75 euros par là, qui représentait ici à peu près une marge de sécurité de 50% par rapport à notre scénario optimiste. OK? Donc, le scénario était basé sur quoi? Le scénario était basé sur un PER, des PER de 10, 19 et 20. D'accord? Donc, le scénario optimiste, c'était un PER de 20 avec des free cash flow de 15%. Attention. Et une croissance des revenus en moyenne en moyenne de 2% sur les 5 prochaines années en prenant comme base décembre 2021. Donc 5% en moyenne, on se retrouvait à peu près à des free cash flow aux alentours de 2027, à peu près par là, à peu des free cash flow aux alentours de 4 milliards 600. Ça, ce sont des prévisions. Sur une dette nette de 9 milliards 937 millions ici, ça donnait à peu près une valorisation à 148 euros. Et quand on faisait l'analyse ici, le prix ici de la compagnie était aux alentours de 146 euros. Donc la conclusion était simple. Au mieux, l'entreprise serait correctement évaluée en prenant en considération la croissance. Et si vous voulez rentrer sur cette compagnie-ci, vaut mieux attendre les 75, 100 euros par là. OK? Alors, en date d'aujourd'hui, nous sommes à combien? Nous sommes aujourd'hui à 118 euros l'action. Donc, on va essayer de faire une mise à jour par rapport à cette évaluation-là. Maintenant, essayer de déterminer qu'est-ce qui a changé entre la première analyse et aujourd'hui. Donc, déjà, le free cash flow va changer. Comme je vous l'ai dit, je ne prends plus en considération les free cash flow pour les compagnies européennes. Ce n'est pas que ce n'est pas important, mais je les compare juste. J'essaie de voir ici s'il y a une différence entre les deux et j'essaie de comprendre la différence provient d'où. La différence ici provient essentiellement parfois des loyers, mais je sais qu'en prenant les net income ici, je je suis déjà assez conservateur. Et moi, ça me suffit. Je ne cherche pas à avoir précisément raison, mais le moins tort possible. Je n'ai pas envie de prendre des chiffres qui correctement, des chiffres de free cash flow qui ne rentrent pas dans ma poche directement parce qu'il y a des variations, il y a des modifications à faire. Donc, en prenant les net income, je sais qu'il y a de grandes chances que la totalité de ces net income rentre totalement dans la poche des investisseurs. D'accord? Donc maintenant, qu'est-ce qui a également changé? Le PER va rester le même, 20 fois les bénéfices. La dette nette, peut-être qu'on va devoir la modifier. Et également, le revenu ici, le volume de revenus, peut-être qu'il a changé. Donc, on va déjà regarder les rapports financiers ici, ce qu'on a eu. Donc, je vous encourage à aller lire les rapports financiers par rapport à cette compagnie. C'est plusieurs pages. Le but de cette vidéo n'est pas de lire les rapports financiers au complet. Ils ont eu un bon semestre. D'accord? Sauf que le semestre a été négativement impacté au niveau des free cash flow liés parce que c'est ça qui rentre dans ma poche. Donc, c'est ça qui m'intéresse. Donc, le trimestre a été négativement impacté par le besoin en fonds de roulement. D'accord? Donc, ce besoin en fonds de roulement-là a fait à ce que voilà, la compagnie a peut-être rapporté ici à peu près aux alentours de 441 millions de free cash flow. Donc, un peu moins, plus de la moitié, enfin, moitié moins que ce qu'elle rapporte généralement. On va le dire comme ça. Sinon, dans l'ensemble, en fait, les résultats sont bons. Mais comme je vous l'ai dit, quand vous lisez les rapports financiers, il faut savoir qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce que ça s'est passé? À quoi s'attendre à court terme? Et également, quel est l'état du bilan actuel? Donc, généralement, sur la première page, vous pouvez avoir toutes les informations nécessaires. Hein. Donc, vous pouvez lire tout ça ici. Voilà, je ne vais pas recommencer sur toutes ces lignes ici. Je pense que ça va faire durer la vidéo inutilement. Donc, ici, si les rapports sont bons, tout ce que je vois ici est correct. D'accord? La raison pour laquelle le fonds de roulement a baissé, le fonds de roulement a augmenté, est également compréhensible. Dites-vous qu'on arrive dans une période assez compliquée. Donc ici, les compagnies doivent avoir la capacité de souffrir. Donc je préfère des compagnies qui ont un niveau d'endettement assez gérable. Du moment où elles ne perdent pas d'argent, moi je suis assez correct par rapport à ça. OK? Donc, au niveau des revenus ici, qu'est-ce qu'on obtient? On a des revenus ici de près de 16 milliards. D'accord, 16 milliards, 77 millions, plus près de 10% de croissance en organique et 16% de manière publiée. Donc, ça prend en considération également le taux de change, ça prend également en considération les acquisitions. Donc, en termes de croissance, on n'a pas de souci par rapport à ça. Rappelez-vous, quand on avait fait l'analyse ici, on avait pris en considération 2% de croissance des revenus sur les années à venir. Okay? Donc, on était déjà assez conservateur. En termes de pourquoi est-ce que j'avais pris 2% de croissance ici? Parce que la croissance était aux alentours de 5% par là. Et je me suis dit, OK, il y a de fortes chances qu'on ait le 5%, mais également, il y a plus de chances d'avoir 2% que 5%. OK? Sur les 10 dernières années, on avait 2,61% de croissance.
OK? Sur les 5 dernières années, on avait à peu près combien en termes de pourcentage de croissance? On était à 3,43% de croissance. Sur les 3 dernières années, on était à peu près à 5,46% de croissance. Également, la croissance, il faut prendre en considération qu'elle est organique et également elle est externe. Donc, on fait des acquisitions. Donc, il y a de fortes chances qu'on soit au moins à 2% sur les 5 prochaines années en moyenne. OK? Donc, si on est, par exemple, par rapport à l'année précédente, on est aux alentours de 14%. Donc, c'est peut-être exceptionnel parce qu'on a peut-être également fait une acquisition ou bien il y a il y a eu des dépenses qui n'ont pas été, qui ont juste été rattrapées en 2022. D'accord? Donc, par exemple, quand on regarde au niveau des acquisitions, est-ce qu'on a eu des acquisitions ici? Alors oui, on a eu une grosse acquisition à peu près de 6 milliards ici. 6 milliards en 2021, ça impacte positivement les revenus de 2022. OK? Donc, c'est à peu près compréhensible qu'on ait du 14% ici. OK? Or, on ne fait pas des acquisitions chaque année. Donc, il faut faire une acquisition et la digérer. Donc, en termes de revenus, en termes de croissance, ici, je vais rester sur mon 2% de croissance. Donc, je prends ma croissance sur les 10 dernières années ici. Je me dis qu'il y a de fortes chances qu'on soit au moins sur la même tendance de 2% au moins. OK? Je ne cherche pas à mettre 10%, 3%. De toutes les façons, cette croissance-là, même si je mets 2% ici, il faut que j'essaye de voir qu'est-ce que le management pense par rapport aux années à venir. Vous allez voir que le management pense quelque chose, ils ont un avis par rapport aux années à venir. Donc ici, en termes de croissance, je prends toujours mon 2%. En termes de revenus actuels, je prends sur les 12 derniers mois, ici on a des revenus de 31 milliards 210. Or, sur la vidéo qu'on avait ici, on prenait plutôt des revenus aux alentours de 27 milliards 400. Donc, on a eu une croissance également. On a fait des acquisitions également entre-temps. Donc, les acquisitions, ça impacte positivement les revenus. Donc, les revenus ici vont également évoluer. On va aller aux alentours de 31 milliards 210. D'accord? Maintenant, on va à 31,21. Maintenant, au niveau des free cash flow, et c'est là où beaucoup de choses vont changer. Comme je vous l'ai dit, je ne prends plus les free cash flow indiqués par le management, sans prendre en considération certains ajustements. Et pour me protéger, je préfère encore prendre les net income. D'accord? Donc, ici, par exemple, si je prends les net income, alors on prend les net income ici, on prend les free cash flow là, on les met sur le même graphique. Vous voyez que en violet, on a les net income. En bleu ici, on a les free cash flow. Vous constatez ici que les free cash flow, en tout cas depuis au moins 2008, ils ont tendance à être plus élevés que les net income. Ils ont tendance à être plus élevés. Mais à partir de 2019, il y a beaucoup de choses qui ont changé, notamment avec toujours la norme IFRS 16. Donc, vous voyez qu'il y a un gros boom au niveau des free cash flow ici. D'accord? Ça, ce sont les free cash flow sur les 12 derniers mois. Ça pourrait également s'ajuster. Faites attention ici. Donc, ici, qu'est-ce que je dois prendre? Est-ce que je vais prendre en considération la moyenne des free cash flow, la marge moyenne, tout en considérant que la période actuelle est exceptionnelle? Qu'est-ce que je dois prendre pour avoir le moins de bruit possible? Ce logiciel me permet d'avoir une information générale par rapport au net income. Je me dis une chose. Nous avons une entreprise ici, au moins, qui a des net income inférieurs au free cash flow. Les free cash flow, la différence n'est pas... Enfin, c'est pas qu'elle n'est pas énorme, mais voilà. Par rapport à cette différence-là, on peut faire on peut normaliser les résultats. OK? Donc, en date d'aujourd'hui, on a peut-être des free cash flow aux alentours de combien? En termes de marge. Donc, en termes de marge ici, des net income plutôt. Donc, on a des net income de combien en termes de marge? Alors, en termes de marge, ici, nous avons des net income sur les 5 dernières années de 8,88%. Sur les 3 dernières années, nous avons 9,23%. Et par rapport à l'année en cours, nous avons 10% avec un plus haut aux alentours de 11%. OK? Donc, quand on regarde la tendance ici de la marge ici, de la marge nette ici, elle a tendance à augmenter au moins depuis 2017. On est sur des marges, avant on était en moyenne on est en moyenne à 8% ici, mais depuis 2017, nous sommes à des marges à peu près de 9% par là, avec un bond énorme à partir de 2021. Donc maintenant, je ne peux pas savoir, en 2021, le boom est dû à quoi? Est-ce qu'il est dû à l'effet prix, à l'effet volume, ou bien voilà, c'est un mix des deux. Est-ce que c'est durable également? D'accord? C'est ça qui m'intéresse parce que je n'aimerais pas prendre des marges de, disons, 9,45% pour avoir une diminution, une baisse après. Elle a des marges stables. D'accord? Donc ici, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre des marges de 9%. Si on a plus que ça, tant mieux. Je prends des marges de 9% ici. OK? Maintenant, vous remarquez qu'au niveau des free cash flow précédemment, on avait pris 15% littéralement. Vous voyez que ça peut changer drastiquement les choses ici. Mais vous allez voir qu'on n'est pas trop différent par rapport au passé. Donc, le nombre d'actions ici. Alors, le nombre d'actions, on avait combien? On a à peu près 567 millions d'actions en date d'aujourd'hui. Donc, 567 millions d'actions, c'est ce que je vais mettre, c'est 567,17. OK? On va également regarder, est-ce qu'elle a l'habitude de racheter ses actions ici? Donc, on va mettre 568 ici pour faire simple. Hein. Donc, de toutes les façons, ça ne change pas grand-chose, 1 million d'actions en supplément. 568
8 millions d'actions. Le PER moyen. Alors, le marché paye généralement combien de fois les bénéfices pour cette entreprise-ci en moyenne sur les dernières années? Donc, je prends ici la médiane et je vais également prendre la moyenne, d'accord, avec une préférence pour la médiane, donc, sauf que ma moyenne sera la marge supérieure. Donc, en moyenne, si on a 18-19 fois les bénéfices sur les 20 dernières années, sur les 10 dernières années, on est à 21 fois les bénéfices, 21-20 fois les bénéfices. Sur les 5 dernières années, on est après 21-20 fois les bénéfices également. Sur les 3 dernières années, on est à 25-26 fois les bénéfices. Donc, sur les 3 dernières années, le marché est un peu trop optimiste sur cette compagnie-ci. Attention. Donc, moi, ici, je veux payer 20 fois les bénéfices pour cette compagnie, pas plus que ça. OK? 20 fois les bénéfices, c'est ce que je vais mettre ici. Au niveau de la dette nette ici, est-ce que le niveau de dette nette a augmenté ou il a baissé? On est à peu près à 9 milliards 210 en termes de dette nette. Donc 9 milliards 210, 9 milliards point 210, donc 210 par rapport à notre évaluation précédente, on était à combien? Ouais, on a sensiblement baissé ici, mais également, est-ce que cette dette nette-là a besoin d'être retraitée ici? Je vais essayer de regarder ça. Dette nette, bilan. On a un bilan ici de 9 milliards 213, 9 milliards 213, 717 millions d'euros, 7 milliards 127 au 31 du mois de décembre. Donc la dette nette va augmenter ici. Donc est-ce que je vais voir les bilans ici? Est-ce qu'on a les bilans? Les bilans financiers, est-ce qu'on a des bilans? Je veux le bilan, je veux le bilan. Alors, est-ce qu'on a le bilan de l'entreprise? Sans doute on l'a. Alors, où est-ce qu'il est? Je cherche le bilan ici pour essayer de faire pour moi-même mon évaluation par rapport à la dette nette ici. J'espère qu'ils vont me donner le bilan. S'ils ne me donnent pas le bilan, bon, on va prendre ce qui est affiché ici, tout en prenant une note comme quoi il faudrait vérifier la dette nette ici quand les états financiers vont sortir. Donc, je ne suis même pas certain que ce sont les états financiers ici. Donc, il y a plusieurs documents qui sont sortis ici. Alors, voilà les rapports semestriels. OK. Donc, rapport semestriel, je vais pouvoir voir les bilans ici, au niveau des bilans, Donnez-moi juste un instant, en fait, c'est que quand j'ai une idée en tête, tant que ce n'est pas réglé, je ne sors pas. Donc, alors, ici, on a une dette financière courante, autre passif provision, dette fiscale et sociale, fournisseurs et dette employés, et dette d'exploitation, impôts, autre dette à long terme, d'accord, dette financière, autre, retraité, engagé. OK, parfait, engagement similaire. Donc, OK, on va dire que la dette ici est à peu près à ce niveau-là. OK, donc on va garder le même niveau d'endettement ici qui est aux alentours de 9 milliards 210 millions. Les dividendes, on va y revenir. On a tous les éléments nécessaires pour faire nos évaluations. 31 milliards 210, d'accord. 9% de ce montant-ci, ça revient à combien? Ça revient à peu près à 2 milliards 800. Multiplié par 20 fois les bénéfices, moins la dette nette aux alentours de 9 milliards 210, d'accord. Ça représente à peu près 47 milliards ici, donc je l'arrondis à 47 millions si vous voulez, donc c'est 46 milliards 968, divisé par le nombre d'actions, 568 millions. Donc, sans croissance, notre prix, le prix ici, la valeur ici va se situer aux alentours de 83 $ l'action. Sans prendre en considération la croissance. En prenant en considération, bien sûr, le niveau d'endettement, tout en prenant également des free cash flow assez conservateurs de 9%. Ça, c'est la première chose. OK? Je ne prends pas en considération le niveau, comment on appelle ça, la croissance des revenus. OK? Si croissance des revenus, il y a ici, admettons qu'on ait une croissance ici de 2% sur les 5 prochaines années ici, on sera aux alentours de combien? Fois un point ici, on va multiplier ici par 83 ici, donc le niveau d'endettement également augmente. On sera aux alentours de 92 € l'action. OK? Premier niveau. Maintenant, le deuxième niveau pourrait faire ceci. Si l'entreprise s'échange généralement, disons, voilà, les 31 milliards ici, 210, d'accord, multiplié par 9% ici, multiplié par 20 fois les bénéfices ici, d'accord, 20 fois les bénéfices ici, sans prendre en considération la dette, d'accord, donc on divise ici par 568, on revient ici aux alentours de 99 €, donc aux alentours de 99 100 € par là. Donc la borne inférieure, c'est à peu près similaire, à peu près à ce qu'on avait précédemment, même si on avait pris 15% de marge bénéficiaire. Donc on est également assez protégé. OK? Ça, c'est le premier niveau. Mais si vous regardez une chose, en lisant les rapports financiers, vous voyez que cette entreprise a un objectif de free cash flow de près de 4 milliards d'ici 2024. Donc, objectif 2022-2024, croissance organique annuelle du chiffre d'affaires de 5 à 8% en moyenne, amélioration organique annuelle de la marge EBITDA ajustée comprise entre 30 et 70 points et cash flow libre d'environ 4 milliards d'euros d'ici 2024. Donc, d'ici 2024 c'est dans 2 ans, donc au 31 décembre 2024, on espère avoir des free cash flow de 4 milliards en moyenne. OK. Admettons que c'est possible.
à 20 fois les bénéfices. 4 milliards fois 20, ça fait combien? 80 milliards. D'accord? Moins la dette nette, disons moins la dette nette actuelle de 9 milliards. On était à combien? Alors, la dette nette ici actuelle est de combien? Alors, je vais mettre ça ici de 9 milliards 210 moins 9 milliards 210. On arrive à combien? 70 milliards 790 divisé par le nombre d'actions, 568 millions d'euros. On sera aux alentours de 125-124 euros l'action. Bande supérieure à 4 milliards de revenus. OK? En enlevant la dette. Maintenant, si je n'enlève pas la dette sur ce montant-ci, combien est-ce que j'obtiens? J'ai toujours mon 80 milliards ici, divisé par 9, 2, 1, 0. Excusez-moi. Divisé par 5, 6, 8, le nombre d'actions. Ça donne une valorisation aux alentours de 141 euros l'action. Donc, on se situe toujours entre, au plus bas, on est à 80 euros l'action en prenant en considération 20 fois les bénéfices, sans croissance, moins la dette nette actuelle ici. On est aux alentours de 82 euros. Si on ne prend pas en considération la dette nette actuelle tout en gardant les marges ici et le même niveau de revenus, on est aux alentours des 92 euros par là. Et si on prend en considération la croissance, on est aux alentours de 100 euros. Maintenant, si on ne prend pas en considération la croissance, tout en prenant en considération l'objectif du management à 4 milliards, on pourrait être aux alentours des 140 euros. Donc, minimum 82, maximum 140. Vous n'arrivez pas à vous décider, c'est simple. Moi, je fais toujours l'addition entre les deux. Je me dis, c'est 50-50 entre les deux. 50-50 divisé par 2, donc je me dirais qu'on est aux alentours de 111 euros par là. Donc, comme je disais toujours, la valeur, le meilleur moment d'acheter cette entreprise serait aux alentours des 75 euros par là. 75 euros par là, j'ai bien dit. OK, ça peut être plus bas que ça. Mais sûrement, au prix actuel, je dirais, voilà, vous payez l'entreprise à sa juste valeur. Et ça prend déjà en considération certains éléments. Donc, il n'y a pas d'opportunité d'investissement extraordinaire sur cette compagnie-ci. C'est une belle entreprise. C'est une belle entreprise. Donc, comme je vous l'ai dit, mon range de valeur va se situer entre 100 euros et 140 euros par là, avec un prix idéal aux alentours des 75 euros par là. Ça ne va jamais arriver à ce prix-là, c'est pas grave. On n'est pas obligé d'acheter du Schneider électrique, parce qu'à la fin de la journée, notre but est de maximiser le rendement, non seulement du dividende, mais également par rapport à la performance. Donc, le prix d'acquisition est important. OK? Donc, moi, je vais rester sur les lignes de côté. Je ne dis pas que le prix ici est extrêmement élevé. L'entreprise est correctement évaluée. Entre 140 euros et 100 euros ici, on est correctement évalué. Mais maintenant, on veut une marge de sécurité ici. Maintenant, si la croissance est plus élevée dans le futur, tant mieux. Si les marges augmentent également, tant mieux. Ce sont des choses qu'on ne peut pas voir en regardant les rapports financiers ici. On peut juste voir qu'OK, on a tendance à augmenter les marges ici, on a tendance à augmenter telle chose, on a tendance à diminuer telle chose. On peut le voir. On peut voir la tendance. Donc, si le revenu est plus élevé, tant mieux. Si les marges sont plus élevées, tant mieux. Si la dette nette est moins élevée, tant mieux. Il faut juste savoir qu'au prix actuel, est-ce qu'on surpaye? Non. Si j'ai acheté mon entreprise, si j'ai acheté cette entreprise aux alentours, disons pendant la crise de Covid, ici aux alentours des 60 euros par là, 60 euros, 75 euros par là, et que je continue à faire par exemple le DCA, d'accord? Donc, j'ai investi une somme à peu près identique chaque mois sur une entreprise, pas à n'importe quel prix, je l'ai toujours dit. Ici, on ne fait pas du DCA, mais du DVA. On investit uniquement parce que l'entreprise, soit elle est correctement évaluée, soit elle est sous-évaluée. Idéalement sous-évaluée. Actuellement, elle est au mieux, on va se dire, légèrement sous-évaluée, sinon correctement évaluée. D'accord? Mais elle n'est pas surévaluée. On va se dire comme ça. Elle n'est pas surévaluée du tout. D'accord? Donc, celui qui fait du DCA, c'est correct, vous aurez plus d'actions ici pour moins d'argent. OK? Donc, celui qui a ça à 70 dollars ici, je pense qu'on est un peu trop élevé ici. Donc, entre 100 et 140, ceux qui font du DCA, surtout ceux qui sont là depuis les 60 euros, c'est bien. Ceux qui veulent rentrer sur cette compagnie-ci, je dirais, soyez assez patients. À la fin de la journée, le marché vous offrira des opportunités d'investissement. D'accord? Si vous voulez vraiment investir dans une compagnie ici, dans le PEA, vous avez du LVMH ici qui est disponible. Vous avez également du Kering qui est disponible. OK? Vous n'êtes pas obligé d'acheter du Schneider à n'importe quel prix. Ça reste une très belle entreprise, mais le prix actuel est tout simplement un peu, voilà, je pense que c'est un peu élevé au prix actuel. Donc, si on revient au niveau maintenant du dividende, donc si l'entreprise vous distribue la totalité des free cash flow en date d'aujourd'hui, sans prendre en considération la dette, vous aurez un rendement de 4%. D'accord? Sans prendre en considération la dette. Je prends les rendements actuels avec les 9%, je le dis. Je parle des 9% des free cash flow. D'accord? Vous aurez un rendement de 4%. Si l'objectif du 4 milliards d'euros est atteint en 2024 ici, par rapport à notre prix d'acquisition actuel, sans prendre en considération la dette, on sera un rendement de 5,4, disons 6% par là, sans prendre en considération la dette.
Ce n'est pas si pire, ça représente 6% par rapport au prix actuel. Comme je vous l'ai dit, nous, on cherche toujours à avoir du 10% au moins. Donc, si on recherche ici un rendement de 10% ici, idéalement, le prix qui pourrait nous intéresser par rapport au prix actuel, voilà. On pourrait se dire, si on veut un rendement de 10%, on pourrait se dire qu'aux alentours de 75 euros par là, ça pourrait être intéressant pour nous. Donc, le dividende, est-ce qu'il est safe au prix actuel? Alors, comme ça, moi, je fais toujours une chose, dividende ici, dividende. Je pourrais même regarder le payout ratio ici, hein, pour faire simple. Payout ratio, vu que j'ai pris la dette nette ici, le net income ici, donc je prends mon payout ratio ici, je regarde ici l'évolution. On a un payout ratio ici de combien? Alors, on ferme ça. Donc, on a un payout ratio ici aux alentours de 51% ici, d'accord? Donc, si on fait juste x2, donc 51%, 50%, c'est-à-dire que la totalité des net income ici va représenter à peu près 4,80 € de rendement. Ce n'est pas exceptionnel non plus, ok? Donc, recherchez généralement du 7, 8% par là, sans prendre en considération la croissance, parce que même si on ajoute la croissance ici, ce n'est pas si fameux que ça. Donc, c'est ce qui me pousse à dire qu'on est correctement évalué au mieux ici, ok? Donc, ici, on va se dire que le dividende ici, il est safe, 2,4%, 2,40% de rendement ici. Voilà, c'est assez correct. Est-ce que c'est une entreprise qui augmente généralement son dividende année après année? Donc, je vais voir ici, dividende per share. Donc, on regarde l'évolution du dividende ici. Oui, on augmente le dividende ici année après année. C'est bien. Ils ont également la possibilité de continuer à le faire parce que si vous regardez ici, on a un payout ratio ici à peu près de 50% ici. Donc, le net income ici est 2 fois plus élevé. Donc, si en 2024, tout se réalise ici, on peut atteindre aux alentours des 140 € par là. C'est assez possible ici. Évidemment, le marché ne va pas attendre 2024 pour à peu près revaloriser la compagnie. Donc, il prend par anticipation déjà ici. Donc, s'il y a une baisse ici temporaire, donc disons aux alentours des 100 €, 75 € par là, ça pourrait être intéressant. Retenez une chose, on n'achète pas n'importe quoi à n'importe quel prix. Même si on s'appelle Schneider, restez prudent. D'accord? C'est une belle compagnie, elle a de bonnes perspectives d'avenir, mais notre but est de maximiser nos rendements. Non seulement du point de vue performance, mais également du point de vue dividende. Donc, notre coût d'acquisition est très important parce que le but n'est pas de dépenser le plus d'argent possible pour avoir un rendement, c'est de dépenser le moins d'argent possible pour avoir un rendement élevé. Je vous ai toujours pris l'exemple de la personne qui va dépenser, entre quelqu'un qui dépense 100 000 € pour avoir un dividende de 10 000 € et quelqu'un qui dépense 50 000 € pour avoir un dividende de 10 000 €, vous voyez qu'il y a une personne qui a un rendement plus élevé que l'autre. Non seulement parce qu'il y a une personne ici qui a pris la peine d'acheter uniquement quand l'entreprise était sous-évaluée. Si votre but c'est le rendement, votre coût d'acquisition est très important. Il est même déterminant. Donc, je n'ai jamais compris comment on appelle ça, le narratif derrière le DCA acheter à n'importe quel prix. Non. Acheter uniquement quand l'entreprise est sous-évaluée. C'est facile d'évaluer une entreprise. Le plus difficile ici, c'est de maintenir ses convictions. D'accord? Parce que la variation du prix ici va vous rendre humble à la fin de la journée. Donc, il faut réévaluer l'entreprise à chaque fois par rapport à la période actuelle, essayer de voir est-ce que je suis trop optimiste, est-ce que je suis très pessimiste, etc. Moi, quand je réévalue notre compagnie ici, je ne me dis pas que, oh, la première évaluation, si j'ai fait une erreur. Attention, à ce niveau-là, même à ce prix-là, je n'aurais pas acheté cette compagnie à ce niveau-là, même si j'étais à 148 € ici. Donc, je l'aurais acheté aux alentours de 75 € par là, d'où ma marge de sécurité. Aujourd'hui, on est à 118, 120 € par là. Est-ce que je vais l'acheter? Non, ça ne m'intéresse toujours pas. Je veux mon 75 € ou peut-être qu'à 100 € je commencerai à réfléchir. Tant qu'on n'est pas à ce niveau-là, je ne passe pas à l'achat. D'accord? Si ça n'arrive jamais, ce n'est pas grave. Ce qui est sûr, tôt ou tard, cette compagnie va vous donner une opportunité d'investissement. Ça, c'est déjà vérifié par le passé et ça arrivera à nouveau. En 2008, vous avez eu une opportunité d'investissement à 6 fois les bénéfices. En 2012, vous avez eu une opportunité d'investissement à 12 fois les bénéfices. En 2020, vous avez eu une opportunité d'investissement à 15 fois les bénéfices. En 2016, vous avez eu une opportunité d'investissement à 16 fois les bénéfices. Et vous voulez que moi, je l'achète aujourd'hui à 20 fois les bénéfices? Pourquoi? Quelle est la raison? Parce qu'on s'appelle Schneider. Faites attention. On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.